La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Ikililú Ndoinine, presidente de la Unión de las Comoras. Pido al representante de protocolo que acompañe al señor presidente. Naciones Unidas, al excelentísimo señor Ikililou Ndoinine, presidente de la Unión de las Comoras, y lo invito a dirigir la palabra a esta Asamblea General. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Président, distingués chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser aux autorités américaines tous nos remerciements pour l'accueil toujours chaleureux et fraternel qu'elles nous réservent lors de ce grand rendez-vous annuel à New York aux Nations Unies. Ensuite, mes très sincères félicitations vont à l'endroit de la présidence à laquelle je formule des vœux de réussite pour un excellent déroulement des travaux de la 68e session ordinaire des Nations Unies consacrée au programme de développement pour l'après-2015. Enfin, au nom de ma délégation et au mien propre, je voudrais m'associer aux autres chefs de délégation ici présents pour exprimer toute ma gratitude au secrétaire général de notre organisation, son Excellence Ban Ki-moon, pour sa disponibilité à servir notre monde avec l'engagement et l'abnégation que nous lui connaissons. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où le monde est confronté à des crises gravissimes, des actes terroristes aveugles et barbares que nous condamnons avec la plus grande fermeté viennent d'être perpétrés au Kenya, faisant des dizaines de victimes innocentes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Au moment où les conflits armés mettent à l'épreuve notre capacité commune à bâtir un monde où régnera la paix, la crise qui secoue la Syrie depuis 2 ans et demi, avec ses lots de détresse et de drames humains, doit nous interpeller afin de parvenir rapidement à un règlement de ce conflit et mettre fin ainsi aux souffrances endurées par le peuple syrien. Nous condamnons fermement l'usage en Syrie d'armes chimiques contre des populations innocentes, tout comme nous condamnons avec la même énergie les acteurs de cet acte horrible. Je voudrais, dans le même sens, attirer solennellement notre attention à tous sur les autres crises, les autres mots qui pourraient nous sembler mineurs ou insignifiants alors qu'ils sont eux aussi tout aussi graves. Ils le sont, d'autant plus qu'ils engendrent de lourdes pertes humaines et le plus souvent ils nourrissent pour ceux qui les vivent quotidiennement un sentiment de frustration, de mépris et d'abandon. Et pourtant, ces autres mots, en réalité, n'ont aucune raison d'être, car c'est ensemble, dans ce haut lieu des Nations Unies, à l'unanimité que nos prédécesseurs, animés de l'esprit d'égalité, de peuple, de justice universelle, mais encore d'équité et d'humanisme, ont décidé, le cœur ouvert et l'esprit libre, de rendre l'humanité tout simplement harmonieuse pour le bien-être de l'homme. En effet, c'est notre organisation qui décida de la décolonisation de tous les territoires sous le joug colonial. Elle en a fixé les règles, elle a tracé le cheminement,
ainsi que l'accompagnement pour les peuples qui se seraient libérés. Je voudrais d'ailleurs, en passant, rendre un hommage appuyé aux membres permanents du Conseil de sécurité ainsi qu'à tous les États membres des Nations Unies de l'attitude responsable dont ils ont fait montre depuis la création de l'Organisation des Nations Unies à nos jours et en soutenant les mouvements et organisations de libération nationale, surtout dans notre continent, l'Afrique. Cependant, il est regrettable que 68 ans après sa création et après l'adoption de sa charte, que cette même Assemblée constate malheureusement encore aujourd'hui qu'il reste un territoire d'un petit État insulaire, en l'occurrence le mien, l'archipel des Comores, sous domination d'un autre État, celui-là, une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, j'ai nommé l'État français. Et pourtant, notre organisation s'est prononcée sans équivoque en faveur de l'indépendance de l'archipel des Comores. Ce fut conformément aux résolutions 1514 du 14 décembre 1960 portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux et 26-21 du 12 octobre 1970 contenant le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration. Aussi, aux résolutions 3161 du 14 décembre 1973 et 3291 du 13 décembre 1974 qui réaffirment l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est ainsi que, par sa résolution numéro 376 du 17 octobre 1975, votée à l'unanimité, le Conseil de sécurité a demandé instamment à l'Assemblée générale d'admettre les Comores à l'Organisation des Nations unies. Les Comores sont donc devenus membres de l'ONU en vertu de la résolution 3385 du 12 novembre 1975 qui réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Moélie. Je dois rappeler que tous les pays membres, y compris les pays européens, ont voté pour cette résolution. La France ne s'y est pas opposée. Honorable assistance, chacun de vous, chef d'État et de gouvernement, garant de l'indépendance et de l'intégrité de son territoire, peut-il s'imaginer la frustration et la torture morale qu'un chef d'État vit au quotidien face à une situation aussi dramatique? En m'adressant à vous, ainsi, je laisse parler mon cœur et rassurez-vous, tous mes concitoyens le font autant quotidiennement. Qu'avons-nous fait, nous, peuple comorien, de si grave pour que l'histoire ne nous traite pas comme tous les autres peuples du monde? Pourquoi devons-nous à chaque fois expliquer ou justifier l'unicité de notre peuple, de son histoire, de sa géographie ou de sa culture? En plus, lorsqu'on veut nous faire comprendre que c'est parce qu'une partie de notre population aurait exprimé un souhait de vouloir rester colonisée, alors nous nous interrogeons très sincèrement si l'on veut refaire la conférence de Berlin de 1885. Et si tel était le cas, devrions-nous comprendre qu'on voudrait aujourd'hui poser la question à tous les peuples qu'ils voudraient rester eux-mêmes ou changer de destinée? Et puisque la vocation de tout peuple est d'aspirer à être libre, qu'adviendrait-il lorsqu'un jour la population comorienne de Mayotte réclamait sa liberté vis-à-vis de la France? Quelle incohérence de l'histoire et quelles seraient les normes de droit international qui permettraient à notre organisation de trancher? Honorable assistance, depuis le 6 juillet 1975, date à laquelle mon pays, l'archipel des Comores,
à accéder à la souveraineté, les Comoriens n'ont cessé de réclamer juste l'application du droit international, mais en vain. Pourtant, dans d'autres cas similaires, certaines grandes puissances exigent le respect de ce même droit international et obtiennent gain de cause. C'est ainsi que la circulation des personnes entre les îles de l'archipel des Comores, un droit inaliénable, est entravée par une décision incompréhensible et inadmissible des autorités françaises qui ont imposé en 1994 un visa entre Mayotte et les 3 îles comoriennes. Ce visa, honorable assistance, qui a ce jour entraîné la mort de près de 10 000 de mes compatriotes, fait du bras de mer séparant Mayotte des autres îles le plus grand cimetière marin du monde. Notre conscience commune nous oblige à agir vite. Monsieur le Président, dans tous les forats internationaux, y compris onusiens, la communauté internationale, tout en reconnaissant le droit des Comoriens à recouvrer l'intégrité de leur territoire, a maintes fois demandé que les 2 parties concernées, les Comores et la France, entrent en négociation en vue de trouver une issue durable et équitable à ce différend territorial malheureux, conformément à la législation internationale. Mes prédécesseurs, chacun, en ce qui le concerne, ont entamé des négociations avec l'État français, mais force est de constater que nous sommes toujours à la case de départ. Aussitôt élu président de la République, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup consulté. Les responsabilités qui sont désormais les miennes m'obligent à faire bouger les lignes, rester immuable voici 38 ans. Après une première rencontre avec mon homologue français François Hollande à Kinshasa, en marge du sommet de la francophonie, j'ai compris que les nouvelles autorités françaises étaient disposées à trouver enfin une issue à la problématique comorienne. J'ai noté, et je dois l'avouer ici, que la France d'aujourd'hui est prête à endosser son rôle historique conforme à un État respectueux du droit international, quel que soit le sujet du droit international, et ce que la France vient de faire au Mali en est l'exemple le plus éloquent. Je voudrais d'ailleurs m'associer aux autorités et au peuple malien et au continent africain en général pour remercier les autorités françaises qui ont pris la décision responsable de faire en sorte que les forces armées de la République du Tchad ainsi que celles des pays de la région ouest africaine s'associent aux forces armées françaises pour que ce pays recouvre son unité et son intégrité territoriale. Aussi, je saisis cette occasion pour saluer la présence parmi nous de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et lui dire notre joie de partager avec le peuple frère de Mali cette fierté d'avoir recouvré l'intégrité de son territoire. C'est donc aussi pour le même idéal et l'espoir de voir mon pays recouvrer son intégrité territoriale que j'ai accueilli avec une très grande satisfaction l'invitation du président François Hollande d'effectuer une visite de travail en France afin d'entamer des négociations sérieuses pour donner une nouvelle impulsion à nos relations, notamment sur la question de l'île comorienne de Mayotte. À l'issue de cette visite, nous avons signé et publié une déclaration politique dite Déclaration de Paris. Mais avant de m'y rendre, Monsieur le Secrétaire général, j'ai consulté la présidence de la Commission de l'Union africaine pour me rassurer de la conformité de notre nouvelle démarche aux principes défendus par notre organisation continentale et solliciter son expertise. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour exprimer toute notre gratitude à son Excellence Madame Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine, pour le soutien constant qu'elle apporte à notre pays. En m'exprimant ainsi, j'ai voulu prendre toute la communauté internationale à témoin et solliciter auprès du secrétariat général de notre organisation son expertise, son appui ainsi que son soutien
tout au long de ces négociations pour cette nouvelle dynamique à laquelle nous et la partie française sommes résolument engagés. Monsieur le secrétaire général, je voudrais informer l'Assemblée générale des Nations unies que désormais, la question de Mayotte figurera chaque année à notre ordre du jour et nous, autorités comoriennes, prenons l'engagement ici de rendre compte chaque année de l'évolution des dites négociations jusqu'au règlement définitif de la question de la souveraineté de mon pays. Durant ces négociations, mon pays demande aux Nations unies, comme aux autres organisations internationales auxquelles nous sommes affiliés, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la Ligue des États arabes, l'Organisation de la coopération islamique, le mouvement des non-alignés et la Commission de l'océan Indien de nous apporter tout leur soutien. Le Haut Conseil paritaire, organe de suivi de la déclaration de Paris que j'ai citée, sera mis en place dans les prochaines semaines. Il débutera ses travaux dès cette année en se penchant sur le problème de la circulation des biens et des personnes pour stopper d'une manière irréversible les drames humains qui endeuillent quotidiennement toutes les familles comoriennes. Honorable assistance, jamais notre monde n'a été si proche de réaliser l'objectif pour lequel nous, dirigeants du monde, nous nous retrouvons dans ce temple des Nations Unies au moins une fois chaque année. Cet objectif, comme le stipule notre charte, est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Aussi, m'est-il opportun, avant de clore mon propos, de saluer les efforts de la communauté internationale qui ont permis d'enregistrer des solides avancées, ouvrant ainsi la voie à la tenue prochaine d'élections présidentielles à Madagascar, ce grand pays frère. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour que le programme de développement pour l'après 2015, plantons le décor, thème de notre présente session, ne soit pas une nouvelle illusion, nous devons agir et vite pour mettre nos populations à l'abri de la peur et du besoin. Alors, osons combattre les injustices, osons bannir les conflits meurtriers, osons faire de la paix notre combat quotidien et notre seule raison d'être, pour que vive l'humanité dans la concorde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la Unión de las Comoras la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes